Maxime Liédo. Il est 8h16 sur Sud Radio. Ce matin, mon invité politique est Marc Ferracci. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Industrie et de l'Énergie. En cette fin de journée, après la clôture des marchés, l'agence de notation américaine Fitch communiquera son verdict sur la note de crédit de la dette publique de la France. Est-ce que ce matin, Marc Ferracci, vous pouvez nous dire que vous êtes confiant ? Je ne dirai rien parce que je n'ai pas d'informations. La note sera publiée, vous l'avez dit, dans la journée. Ce que je peux vous dire, c'est que l'instabilité dans laquelle nous sommes ne facilite pas, évidemment, le fait de donner des perspectives économiques aux acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez préoccupant. Moi, je le vois sur le terrain quand je me déplace. Je ne me déplace plus puisque je suis ministre démissionnaire, ministre en affaires courantes. Mais c'est vrai que les acteurs, les chefs d'entreprise, les salariés aussi, font part d'une certaine préoccupation sur l'absence suffisante de visibilité économique. Peut-être que ça sera pris en compte dans la note, peut-être pas, je ne sais pas. Mais quel est votre sentiment en tant que ministre de l'Industrie ? Vous voyez quand même les efforts qui ont été faits, la stabilité, le sentiment politique, la volonté, en tout cas politique, au bout d'un moment, de réussir à obtenir un budget. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour éviter de dégrader cette note ? J'espère, moi, que l'esprit de responsabilité va prévaloir, que le dialogue que le Premier ministre a commencé d'instaurer avec l'ensemble des forces politiques va être conclusif, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'avoir un budget, il faut être clair, c'est ça l'objectif au 31 décembre. On a bien vu l'année dernière que lorsque le gouvernement Barnier a été censuré, j'en faisais partie moi-même, tout s'est mis sur pause et que cette incertitude sur ce qu'allait être le cadre budgétaire, le cadre fiscal pour les entreprises, a généré beaucoup d'attentisme, des investissements suspendus, des embauches qui ne se font pas. Il faut surtout éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Donc moi j'espère qu'on parviendra à trouver cette voie de passage et je pense que c'est possible. Mais au moment où nous nous parlons, effectivement, tous les efforts doivent être faits pour trouver des compromis. C'est ça les enjeux des prochains jours et des prochaines semaines. Vous venez de l'évoquer, c'est les discussions qui vont commencer entre le ministre Sébastien Lecornu et les différentes forces politiques, syndicales, bien sûr le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui l'a dit, il souhaite aussi bien une rupture sur la forme que sur le fond. Tout y passe, prise de contact avec les différentes forces. Le tout, évidemment, sans froisser la droite. On a bien compris que la volonté était de discuter davantage avec le Parti socialiste. Est-ce que vous connaissez, vous, le montant du chèque déjà ? Absolument pas. Il y a un projet de budget qui a été construit sous le précédent gouvernement, celui de François Bayrou, qui visait à faire 44 milliards d'euros d'efforts, d'économies, pour limiter notre déficit et notre dette publique. Et j'insiste sur ce point. L'enjeu derrière tout ça, ça n'est pas simplement un chiffre. L'enjeu, c'est de préserver notre indépendance et notre souveraineté vis-à-vis de ceux qui nous prêtent de l'argent. On a des pays, on a des exemples dans les dernières années qui montrent que lorsqu'on abandonne cet objectif, on se trouve soumis à la volonté de ceux qui nous prêtent. Et vous avez une première ministre britannique il y a quelques années, Liz Truss, qui est restée à peine un mois en poste parce qu'elle avait négligé cette nécessité d'être vertueux et rigoureux sur le plan des finances publiques. Est-ce que ça veut dire que, puisque il faut faire très attention on comprend bien quand on vous écoute, Marc Ferracci, que les enjeux sont quand même considérables, est-ce que ça veut dire que dans le prochain budget, on devra quand même, par rapport à tout ce que vous expliquez, rester aux alentours de 40 milliards ? Non, je pense que non. Au moment où on se parle, l'enjeu c'est d'avoir un budget quoi qu'il arrive. C'est ça l'objectif. Mais on comprend à quel point, pardon Marc Ferracci, à quel point l'effort budgétaire, mais singulier, est-ce qu'on doit, oui ou non, rester aux alentours de 40 milliards en tant que ministre, certes démissionnaire, mais ministre quand même encore de l'industrie? Est-ce que le chiffre de 40 milliards est une somme qui doit rester dans cette zone pour atteindre, on va dire, les économies? Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît cohérent? Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que ce serait préempter la discussion et la négociation qui va avoir lieu avec les forces politiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudra faire des efforts et je pense que tous les partis de gouvernement responsables savent qu'il faut s'attaquer à ce problème des déficits, à ce problème de la dette et nous y sommes prêts. Je pense que l'enjeu c'est 1, la priorité d'avoir un budget, 2, faire attention à ce que les mesures que contiendra ce budget ne pénalisent pas les chefs d'entreprise, ne pénalisent pas la création d'activités, ne pénalisent pas la croissance. Et on rentrera sans doute dans les prochains jours et dans les prochaines semaines dans un grand niveau de détail sur ce sujet-là. Mais ensuite, moi je le dis souvent, quand on s'engage dans une négociation, de bonne foi, avec le souci de trouver un compromis, une piste d'atterrissage, il ne faut pas avoir trop de lignes rouges, à la fois sur le montant des économies, sur la nature des mesures, mais il faut dialoguer de bonne foi en expliquant à vos interlocuteurs ce que sont vos arguments, ce que sont vos points de vigilance et vos préoccupations. Et moi, je pense que tout le monde y est prêt aujourd'hui.
Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, rentrons précisément dans le sujet. Les lignes rouges des uns, des autres, les volontés des uns, des autres. Vous parliez d'efforts. Il y a un effort qui, on va dire, non seulement fait la une des journaux, mais qui revient régulièrement sur le devant de la table. C'est l'effort pour les plus fortunés. On parle beaucoup notamment de cette taxe Zuckman. Est-ce que le prix pour, on va dire, toper dans la main des socialistes afin de créer une stabilité que vous souhaitez tant, est-ce que le prix, c'est de réfléchir précisément dans un premier temps à forcément demander un effort aux plus fortunés? Bon. La famille politique à laquelle j'appartiens, qui est aux manettes du pays depuis maintenant 8 ans, a fait de la stabilité fiscale, de la baisse des impôts, de l'attractivité, un axe de politique. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration politique qui nous oblige à dépasser des positions, des postures et des situations que nous avons longtemps cru stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette contribution des hauts revenus, dans mon esprit, il faut y penser. Il n'y a pas de tabou. Il ne doit pas y avoir de tabou. Mais est-ce qu'il faut y penser, Marc Ferracci? Est-ce que ça va dans votre sens? Est-ce qu'il faut tout simplement penser, même si elle est temporaire, à une taxation des plus hauts revenus, peu importe la forme? Je le dis, il faut y penser. Il n'y a pas de tabou, avec une préoccupation, c'est de ne pas pénaliser l'esprit d'entreprise. Et sur ce point, la taxe Zuckman me semble, dans la forme dans laquelle elle est présentée... Taxe Zuckman, c'est l'économiste Gabriel Zuckman qui nous explique qu'il faut instaurer un pourcentage de 2% sur les hauts revenus, 100 millions de patrimoine, dit-il. Ça concerne 1800 foyers fiscaux. Sur le patrimoine qui inclut, et c'est ça qui est très important dans mon esprit, l'outil professionnel. Ça veut dire que quelqu'un qui a créé son entreprise, quelqu'un qui a une entreprise qui a des perspectives très importantes, mais qui ne fait pas forcément aujourd'hui de résultats économiques qui permettent de verser des dividendes, sera soumise à cette taxe Zuckman. Et c'est ça, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas encore rentables, mais qui ont une grande valeur, ce qu'on appelle les licornes, vous savez, ces entreprises de la tech, par exemple. On parle beaucoup de Mistral ces derniers jours, qui a atteint un taux record. C'est un très bon exemple, Mistral qui a été valorisé à 14 milliards d'euros, et donc c'est une entreprise dont les propriétaires, qui sont aussi les gestionnaires, eh bien, à une grande valeur, seraient soumises à cette taxe, ou les parts de cette entreprise seraient soumises à cette taxe. Dans cette configuration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour devoir payer la taxe, les gens vont être obligés de vendre les parts de cette entreprise. Et moi, en tant que ministre démissionnaire, j'insiste bien, de l'industrie, j'ai constaté dans les derniers mois, dans les dernières semaines, que le sujet de la souveraineté, le sujet de ces entreprises chinoises, américaines qui voulaient racheter les entreprises françaises est un sujet absolument crucial. Est-ce que ça veut dire néanmoins que ce concept... Si on amplifie ce sujet, si on amplifie ce problème, c'est-à-dire si on crée les conditions pour que des entreprises françaises soient rachetées, on a un souci extrêmement lourd. Et M. Zuckman, quand on fait cette remarque, il a une réponse qui est assez étrange. Il dit, on n'a qu'à laisser les entrepreneurs payer la taxe en donnant à l'État des parts de leurs entreprises. En réalité, l'État... ça veut dire qu'on nationalise de manière rampante les entreprises. Donc on voit bien que dans ce format, ça n'est pas une bonne solution. Mais dans ce cas-là, mais puisque vous parlez... Non, Marc Ferracci, revenons sur ça. Il faut en discuter. Alors, il faut en discuter, on l'a bien compris, vous l'avez dit, il faut en discuter à contribution des hauts revenus. Il y a visiblement, volonté d'arranger la taxe Zuckman. S'il y a quelques points qui vous sont problématiques, est-ce qu'il est possible de penser une taxe Zuckman made in France, c'est-à-dire avec quelques arrangements? Alors, c'est très important ce que vous avez dit sur le Made in France. Il faut bien voir que dans un monde où les capitaux peuvent changer de pays, où les gens peuvent aller s'installer ailleurs, où les entreprises peuvent se localiser ailleurs, il est évident qu'appliquer une taxe rigoureuse uniquement en France, ça pose un problème, c'est le risque de voir les gens optimiser, comme on dit, c'est-à-dire essayer d'éviter la taxe en allant ailleurs. Il y a débat sur l'impact de ce type de taxe sur l'exil fiscal, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Ensuite, mais est-ce qu'il faut créer peut-être une taxe française, pardon, je reviens là-dessus, une taxe Zuckman à la française, c'est-à-dire modeler un peu les contours avec des discussions et les forces politiques. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Je pense qu'il faut discuter. Je le dis, mais sur ce sujet, oui, je le redis, sur la question de la contribution des hauts revenus, des hauts patrimoines, on voit bien que si on ne trouve pas un terrain d'atterrissage sur ce sujet, eh bien on aura beaucoup de mal à trouver un accord, parce que le Parti socialiste, qui est, il faut bien se le dire, le seul interlocuteur qui aujourd'hui est disposé à discuter avec le gouvernement, a fait de ce sujet un sujet très central. Donc il faut discuter, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
Cette réflexion, elle existe déjà. Et on a elle a compris existé votre, ces derniers mois et ces dernières ce matin semaines. Au micro de Sud Radio. Parlons également des mesures très concrètes qu'on voit, les ballons d'essai, comme on dit ici et là, avec des syndicats déjà en rogne sur certaines propositions. On a entendu sur des mesures économiques qui font débat, le fait potentiellement de taxer les pourboires. Est-ce que ça, en tant que ministre de l'Industrie, vous y êtes favorable, peut-être même de manière temporaire, mais vous dites que c'est une manière de rééquilibrer un peu les comptes? Moi, je pense qu'il faut avoir une ligne politique et un message politique très clair qui ne change pas tout le temps. Le message politique qu'on porte depuis des années, et encore ces derniers mois, c'est de valoriser le travail. C'est de valoriser le travail. Donc on ne taxe pas. Ça veut dire que toutes les mesures qui vont dans le sens d'une meilleure valorisation du travail doivent être privilégiées. Est-ce que c'est le fait de ne pas taxer les pourboires qui permet le mieux de valoriser le travail? Moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on aborde les choses de manière plus globale. Je vous donne un exemple. Donc, non, mais attendez, Marc Ferracci, sur cette question, on évite de taxer les pourboires. Non, je vais vous répondre. Plutôt que de s'attaquer à un sujet qui concerne une partie simplement de la population des salariés, que sont les gens qui bénéficient des pourboires. Moi, je suis pour que tous les salariés aient une meilleure rémunération de leur travail. Et ça suppose de réfléchir à, sur la fiche de paye, rapprocher le brut du net. Faire en sorte que le salaire soit moins taxé. Il y a aujourd'hui, je pense, des marges de manœuvre et de discussion sur ce sujet dans le cadre des négociations qui vont avoir lieu. Vous avez des taxes sur le salaire, comme la CSG qui porte sur les salariés, qui peut-être mériterait d'être regardée. Donc moi, j'ai envie qu'on regarde le sujet de manière plus globale que le seul sujet de la taxation des pourboires. On comprend quand même que vous n'êtes pas forcément favorable concernant notamment le milieu de la restauration, taxer les pourboires. On sent bien que c'est pas extraordinaire comme idée. Autre décision qu'on a vu passer il y a 2 jours, c'est cette décision de la Cour de cassation concernant le report des congés payés en cas d'arrêt maladie. Est-ce une décision dans le monde du travail qui a une certaine logique ? C'est une décision qui applique une règle qui a été établie au niveau européen. Donc la Cour de cassation est dans son rôle, et moi je ne commande pas les décisions de justice. En revanche, je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que... Vous êtes préoccupé de cette décision ? Je suis préoccupé des conséquences de cette décision sur la compétitivité des entreprises et sur l'augmentation du coût du travail que ça peut et que ça va très probablement générer. Donc moi je pense qu'on a besoin d'abord de discuter avec la Commission européenne pour voir ce que, au niveau du droit français, on peut envisager comme aménagement, comme plafonnement, par exemple, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que en matière de congés payés, en matière de droit du travail, on est beaucoup plus généreux que les autres pays européens. On est mieux disant par rapport à beaucoup d'autres pays européens, et donc appliquer de manière parfaitement uniforme les règles européennes, ça peut poser des problèmes. Et si j'élargis, ça doit nous obliger à réfléchir à la manière dont on améliore la compétitivité de nos entreprises au regard du coût du travail. Moi, je défends depuis très longtemps une baisse du coût du travail et une réflexion sur comment est-ce qu'on finance notre protection sociale. Aujourd'hui, la protection sociale, elle se finance en taxant énormément le travail, beaucoup de cotisations patronales, beaucoup de cotisations salariales aussi. Et donc, on revient sur le sujet que j'évoquais précédemment. Je pense qu'il faut diminuer le coût du travail. Et j'espère que les prochaines semaines seront aussi l'occasion de discuter de cette question. Et notamment auprès de Bruxelles concernant cette décision. Encore une dernière question, Marc Ferracci, j'imagine que vous avez envie de rester à votre poste ? Moi, je suis fier et heureux, et je l'espère utile en tant que ministre. Donc, je ne veux pas vous raconter. Mais le sujet, c'est pas de se regarder le nombril et d'essayer de garder son poste. Le sujet, c'est d'être, comme le Premier ministre l'a dit, sérieux et créatif. Créatif, ça veut dire réfléchir à des mesures qui permettent de trouver des voies de passage dans la négociation. Si vous restez, Marc Ferracci, on sent quand même que c'est un tout petit peu votre volonté ce matin, ce qui est normal. Est-ce que vous considérez comme très important, dès la reprise d'un fonctionnement d'un gouvernement constitué et normal, de faire avancer absolument le dossier de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui était sur le dossier du Premier ministre et dont le décret, on attend toujours sa signature ? Moi, j'ai eu l'occasion de le dire dans mes précédentes fonctions de ministre de plein exercice. C'est un décret important parce qu'il donne un cap pour la politique énergétique de notre pays. C'est un décret très important pour la filière nucléaire parce qu'aujourd'hui, on veut construire des nouveaux réacteurs, mais l'actuelle programmation, celle qui est en vigueur et qu'on veut changer, prévoit de fermer des réacteurs. Et donc, on a besoin de ça pour mettre la filière nucléaire en mouvement et pour pouvoir s'engager dans la construction de ces réacteurs de manière vraiment très volontariste. Et on a besoin aussi de cela pour développer les énergies renouvelables parce qu'il y a une complémentarité entre les deux. Donc moi, je pense que les acteurs industriels attendent la publication de ce décret, qu'il y a des emplois industriels dans les territoires. Moi, je ne donne pas d'abord parce que je ne serai peut-être plus en poste dans les prochaines semaines, mais je dis simplement qu'il y a un enjeu à donner un cap énergétique au pays.
Merci beaucoup Marc Ferracci d'avoir été avec nous, ministre démissionnaire de l'Industrie et de l'Énergie. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro ce matin. On entend vos différentes inquiétudes, notamment sur la compétitivité et le coût du travail suite à cette décision et cet arrêt de la Cour de cassation. Dans un instant sur Sud Radio, le grand débrief. Arlette Chabot, Régis Maillot nous rejoignent. Et vous, auditeurs, 0826 300 300, notamment pour répondre à cette question. Faut-il instaurer pour les parents un peu négligents, justement, un délit, 30 000 € d'amende et 2 ans de prison? C'est en tout cas ce qui peut arriver si vous ne surveillez pas assez vos enfants sur les écrans. C'est une petite idée qui fait son chemin. Je veux vos commentaires. 0826 300 300, application réseaux sociaux Sud Radio. À tout de suite.